Bonsoir Stéphie Selma. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Visage désormais incontournable. Vous êtes actrice, comédienne à la télévision, au cinéma. 10% évidemment, le rôle de Sophia Leprince. Vous êtes également chanteuse et c'est d'ailleurs la raison de votre présence à Genève ce soir. Demain, concert à Collonges-Bellerive, demain 28 janvier, 20h30, avec le chanteur à noir à l'Épicentre. Qu'est-ce que vous nous concoctez ? Alors, je vous concocte un concert avec des titres de mon EP qui s'appelle En Oblique et quelques inédits notamment. Donc voilà, j'avoue que c'est particulier parce que c'est ma première date avec ce projet. Donc beaucoup d'émotions et beaucoup d'envie au fait. Donc, sympa de réserver la primeur à la Suisse. Ah mais c'était le minimum. La musique, la chanson, c'est vraiment votre passion, c'est l'origine, c'est vos débuts en fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est la musique qui m'a permis de jouer la comédie, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai à l'époque, effectivement, j'étais venue d'ailleurs à Genève jouer ce spectacle musical qui s'appelle « Je me voyais déjà ». C'était un spectacle écrit par Laurent Ruquier avec les chansons d'Aznavour. Et c'est ce spectacle qui m'a permis d'avoir accès à la comédie. Et alors, formation musicale piano classique. Oui, tout à fait. Vous en jouez encore ou... De temps en temps, mais j'avoue que ça nécessite une telle discipline que je n'ai plus malheureusement. Mais pour le coup, quand je compose, évidemment, je joue du clavier toujours. Et c'est surtout la guitare qui est mon instrument qui me suit partout. Que vous avez appris toute seule, la guitare. Oui, j'ai appris. Alors pour vous dire, j'ai appris avec des tutos sur YouTube à l'époque. Je suis assez fan de bossa nova. Et il y a une chanson de João Gilberto qui s'appelle Chega de Saudade, donc je pense qu'il y a 45 accords. Donc j'ai mis exactement 2 ans à apprendre cette chanson, mais c'est ce qui m'a donné envie effectivement d'approfondir la guitare. Est-ce que vous baignez déjà dans un univers musical quand vous êtes petite ? Quand même. Alors mes parents sont pas musiciens, mais très mélomanes. Donc à la maison, il y a toujours de la musique. On voyage beaucoup à travers la France. Il y a toujours de la musique dans la voiture. Et c'est vrai que j'ai toujours été très touchée par la musique. Mais j'ai aussi des oncles, des tantes, eux qui étaient musiciens. Musique très importante pour votre famille, même érigée en moyen de communication. Ah, complètement. C'est vrai que pour le coup, j'avais une sœur, je pense que vous faites allusion peut-être à ça. Oui. Ma sœur Karine, qui est handicapée, pour qui je jouais de la musique. En fait, la musique classique l'apaisait vraiment. Et ça a été vraiment un vrai lien entre nous deux. Est-ce que ce passage sur le petit écran, sur le grand écran, vous a permis en quelque sorte de vous affranchir et de concrétiser relativement récemment finalement cette carrière de chanteuse, de sortir des disques, de sortir des titres ? J'ai franchi le pas. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, à chaque fois que je participais même à des projets de films, par exemple, je me retrouvais notamment sur Casse Départ à faire la bande originale, dans 10% dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, non, on n'en a pas parlé, oui, on s'en est parlé un petit peu. J'ai eu l'occasion aussi de chanter. Et c'est vrai que je ne franchissais pas ce pas, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des artistes qui m'ont vraiment donné envie d'y aller. Un petit medley de quelques-uns de vos titres qu'on entendra demain soir à l'Épicentre, Maison de terre et 2 chansons plus récentes, Tabou et Du love et de l'eau. On écoute. Merci. Quand va et vient le paradis des uns et des autres. Quand va et vient le courant qui nous mène jusqu'à l'autre. Quand va et vient le paradis des uns et des autres. Je me méfie des secrets bien gardés, comme l'eau de pluie. Ils aiment se faufiler sur mon visage. Tu pourras lire mes aveux, tous les mots que mes lèvres retiennent pour deux. Tabou. Sur nos âmes blanches.
cinéma, on joue des rôles, c'est un petit peu le principe. Quand on est chanteuse dans un album, eh bien, on se révèle tel qu'on est. Quels sont les messages que vous souhaitiez transmettre dans vos différents titres ? J'avais envie de finalement me livrer vraiment. Par exemple, dans Du Love et de l'eau, dont on vient de voir un extrait, j'explique que, comme tout le monde, je ne sais pas faire. J'ai pas mal de failles, mais qui m'ont servi, mais qui sont encore bien présentes. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir me rapprocher un peu plus des gens et d'en dire un peu plus sur la personne que je suis et sur ce que j'aime. Et puis, voilà, être dans un partage. Des failles. Quand on reprend le fil de votre vie, on a surtout l'impression d'un destin fulgurant, d'une femme qui réussit tout ce qu'elle touche, en quelque sorte. Puis on a l'impression que vous êtes très épanouie, que vous faites ce qui vous plaît. Ah, complètement. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, à bientôt... je sais pas, je dis mon âge, moi, j'ai pas de souci avec ça. À 36 ans, j'ai la sensation vraiment d'être bien ancrée dans ma vie et d'avoir beaucoup de chance, évidemment. Donc, c'est vrai que... Non, on va dire que la musique, c'est un peu le petit point, la petite cerise sur le gâteau qui me permet de passer une étape de plus. Carrière musicale qui commencerait tôt, la passion évidemment dès toute petite, mais 18 ans, vous vous retrouvez en finale à la télévision d'une émission de Pascal Sevran, ça s'appelle « Chanter la vie ». Il y avait quand même 5000 candidats au départ. Oui, c'est vrai. C'est une sacrée compétition. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens. Vous me donnez une info que je n'avais pas. Mais oui, c'était ce qu'on appelle un télécrochet. C'était il y a quelques années maintenant. Mais effectivement, je m'étais lancée. C'était l'époque des Star Academy aussi, etc. Ce que j'avais apprécié, en tout cas dans ce projet, c'est que c'était un passage télé et qu'il n'y avait pas, on va dire, les coulisses, etc. Moi, j'étais un peu pudique à cette époque. Donc, l'idée d'avoir la possibilité de chanter un titre comme ça en télé me plaisait beaucoup. Oui, il n'y avait pas ce côté télé-réalité. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis ensuite, ça ouvre la voie à différents projets. Vous êtes engagé dans des comédies musicales notamment, Seul en cirque. Je me voyais déjà, dont vous avez parlé à l'instant. C'est des expériences quand même très fortes, des expériences à très haut niveau. On est quand même dans une sacrée aventure, là. C'est vrai. Parce que je me retrouve effectivement... donc Charles Aznavour, dont j'admirais évidemment l'œuvre, je me retrouve, j'avais 20 ans, je pense, à passer cette audition et à chanter à Paris pendant plusieurs mois. Ensuite, on a fait une tournée un peu dans toute la France, en Suisse, en Belgique. Donc c'est vrai que ça a été à ce niveau-là assez, comme vous disiez, fulgurant, pardon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce métier est fluctuant. Donc j'ai eu aussi des moments, en tout cas quand j'ai commencé à jouer la comédie, des moments où c'est moins, ça marche moins, tout bêtement. Ça marche moins, ça met le temps de se mettre en place, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que 10% a été vraiment l'élément déclencheur pour moi et m'a permis d'avoir accès à beaucoup de choses. Le fait de réussir ces castings, de réussir ces engagements, c'est quoi? C'est le côté ambitieuse ou c'est le côté intrépide? Je dirais que c'est le côté... alors oui, j'ai de l'ambition, mais c'est le côté travailleuse, c'est-à-dire me prouver à moi-même que j'ai la possibilité d'atteindre mes rêves. Et vous frottez à la compétition, vous aimez ça, la compétition? Alors, je ne sais pas si je peux parler de compétition, mais plus de... En tout cas, si compétition il y a, c'est avec moi repousser mes limites. Parce que je pars aussi du principe que quand quelque chose est pour soi, il est pour soi. Donc, je crois au destin et je crois au fait que j'ai passé par exemple des auditions quand j'étais plus jeune où je me retrouvais dans les 3 dernières et ça se concrétisait pas, pardon. Et c'est vrai que je me disais, c'est tout, c'est que c'était pas pour toi, tout simplement. Mais t'as donné le meilleur et ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de me donner au maximum. Résister quand même à l'épreuve des castings, pour certains, pour certaines, c'est des moments très douloureux, c'est des moments des fois qui cassent, quoi. Des moments de doute. Si, quand même, parce que ce sont des moments de doute où perpétuellement vous vous remettez en question, c'est-à-dire que, en gros, vous dépendez du désir d'un réalisateur, d'un producteur, et on vous dit non. Mais c'est-à-dire que c'est un métier où vraiment tout le temps on doit se remettre en question pour se dire, s'améliorer. Des fois, on a l'impression que ça touche à sa personne, mais non, parce que c'est soit vous correspondez ou pas à un rôle, mais c'est vrai que c'est perpétuellement on va dire des remises à zéro.
Vous avez parlé de Charles Aznavour, vous admirez son œuvre, vous admirez l'homme aussi, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour faire la carrière qu'il a faite. Vraiment, c'est vrai que Charles Aznavour, c'est quelqu'un qui... Ça n'était pas l'évidence au début de certaines personnes, et lui a prouvé le contraire, c'est-à-dire que c'est un des pontes de la musique. Son œuvre est extraordinaire, j'ai eu la chance de pouvoir la parcourir dans Je me voyais déjà. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir incroyable. Et d'ailleurs, j'ai repris une de ses chansons dans ce premier projet qui s'appelle Qui, et qui est une chanson qui me porte bonheur depuis des années. Et Charles Aznavour, donc, qui a des liens évidemment très forts à Genève, puisqu'il y a passé les dernières années, enfin, grande partie de sa vie en tout cas. C'est ce que vous m'avez donné comme information. Oui. On parlait de télévision, première vraie grande apparition publique, 1991. Oui. On regarde. Regarde-moi, Stéphie. Est-ce que quand tu seras grande, tu veux pas devenir chanteuse? Non. Tu as un beau visage. Tu veux faire du théâtre? Non. Du cinéma? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande? Coiffeuse. Bon, allez. Cette carrière dans la coiffure, c'est pas trop tard? C'est pas trop tard, mais je suis visionnaire, comme vous pouvez le voir. Non, c'est vrai que c'est drôle parce que Jacques Martin, à l'époque, m'a vraiment mis une graine dans la tête. Parce que j'imaginais pas qu'on pouvait en faire un métier. Je suis issue d'un milieu, mes parents sont arrivés dans les années, ici on dit 70 aussi, dans les années 70, on 70. parle aussi. Mais moi je viens de Bruxelles, donc je vous peux maîtrisez dire aussi. Je maîtrise. Donc dans les années 70 en France, et c'est vrai que pour eux ça a été vraiment Enfin, ils m'ont fait confiance, vraiment. Ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu, mais ça a été quelque chose d'inédit, en fait, d'avoir quelqu'un de la famille qui allait vers le milieu artistique. Donc, vraiment, je les remercie et je me dis que, il faut croire en ses rêves toujours. C'est important quand même d'avoir des parents qui croient en nous, qui croient en nos rêves. Vraiment, parce qu'eux, ils n'étaient pas du tout issus de ce milieu. Mes parents étaient fonctionnaires de l'éducation nationale, ils sont tous les deux retraités. Et ils y connaissaient rien du tout. Donc, il y a des peurs, il y a des craintes, vraiment. Mais j'ai eu du soutien. Bon, c'est plutôt rassurant de savoir qu'à l'éducation nationale, il y a des gens comme vos parents. Ah, mais c'est ça. Parce que sinon, les vocations ne se créent pas. Quand vous voyez cette petite fille, aujourd'hui, avec le recul, avec quelques années au kilomètre, comme on dit. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous lui dites? Pour vous dire, vous voyez cette question que Jacques Martin m'a posée dans Du Love et de l'eau, où je parle de un peu plus, de façon moins pudique de qui je suis. Donc cette introduction est dans cette chanson, et c'est vrai que en la réécoutant sur cette chanson, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions parce que j'ai vu vraiment cette petite fille avec le recul, c'est-à-dire que je me suis dit c'est plus moi, et ça m'a émue. Je me suis dit mon Dieu, mais qui pouvait imaginer en grandissant en région parisienne, à Stein précisément, dans le 93, que j'allais pouvoir avoir accès à ça. Même moi, parfois, je me dis waouh, cette vie est surprenante. Pourquoi vous étiez inscrite à l'émission? C'est vous qui souhaitiez y aller? Oui, c'est moi complètement. À la base, c'était pour les jouets. C'est en toute objectivité, en toute sincérité, pardon, pour les jouets, pour Dorothée, parce que j'étais fan à l'époque, comme tous les enfants du Club Dorothée, mais c'était Pierre Bachelet. Bon. Un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien. On n'a pas entendu votre chanson de l'époque. Je crois qu'on l'a gardée. Oh non, s'il vous plaît, c'était très faux, c'était compliqué. Là, on changera tout. Là, le pas boulot. Là, on changera tout. La grande timide. Très timide. Très, très maladivement timide. Mais mon métier m'a beaucoup aidée pour ça. Ouais. Tellement timide qu'il a fallu vraiment vous aider à apprendre les paroles. C'était mission impossible. Mais vous êtes bien renseignée. C'est ma sœur qui s'y est collée, qu'on a vue là. Au bout de 4 jours, rien à faire, ça rentrait pas.
Et ma mère appelait carrément à l'époque, je me rappelle, pour demander si c'était possible de changer de chanson. J'y arrivais pas. Et ma sœur me dit, tu nous as saoulés pour y aller, tu vas la prendre cette chanson. Et à l'époque, ma mère avait donné la cassette à ma maîtresse. Elle avait appris à toute la classe. Et donc, du coup, là, je l'avais retenue. Ah, vous êtes la star de l'école à ce moment-là. Mais pas vraiment. Non. Parce que ma mère était désespérée, j'y arrivais pas. C'était une opportunité pour moi. Et du coup, elle est allée voir la maîtresse désespérée. Est-ce que vous pensez que vous pouvez essayer de faire quelque chose? Et voilà. Ils se sont retrouvés à apprendre tous Pleure pas boulot. Vous avez évoqué les hauts, vous avez évoqué les bas sans entrer dans le détail. En même temps, vous êtes quelqu'un qui vous contentez de peu. Hein. Vous arrivez à Paris, vous êtes dans un 10 mètres carrés, ça vous suffit, c'est la liberté. Bah, en fait, ce sont les étapes, je pense, normales, quoi. Je me dis que ça m'a permis d'apprendre à apprécier les choses, tout simplement. Donc 10 mètres carrés, mais 10 mètres carrés à Paris. Donc c'était pour moi la grande, comme vous dites, la grande liberté, la vie qui commençait vraiment. Donc non, je garde de bons souvenirs de cette période. Il y a toujours chez vous ce côté optimiste, positif ? Il est là, mais réaliste, réaliste aussi. C'est vrai que ça a été un vrai booster, parce qu'effectivement, faut pas se mentir, quand on grandit comme ça en banlieue parisienne et qu'on n'a pas, on voit pas spécialement de personnes qui nous ressemblent à la télé, etc. Dans des films, enfin voilà, on s'imagine que c'est pas possible, mais du fait de votre couleur de peau et de votre coiffure aussi. Du fait que vous avez masqué, je crois, au début, vous la lissiez. Enfin, c'est pas vraiment masqué, mais on va dire que c'est culturel. Alors chez nous, aux Antilles, à l'époque, le défrisage, c'était quelque chose de culturel. Donc tout le monde se défrisait les cheveux. C'est lié à l'histoire, évidemment, des Antilles, à l'histoire de l'esclavagisme, etc. Donc l'envie de s'européaniser, de ressembler aux Blancs, on va dire. Je pense que c'est lié à ça. Mais très rapidement, avec ma sœur, on se disait, mais pourquoi, au fait, on nous défrise comme ça, et c'est vrai que, naturellement, on a eu envie de retrouver notre vraie nature. Et maintenant, c'est beau, parce que je vois que la nouvelle génération, pour eux, c'est même pas une question. Donc, on peut faire ce qu'on veut de nos cheveux, on peut les lisser, mais c'est un choix aussi de les garder de naturels et effectivement de les assumer. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est qu'on me dit... mais quand je fais des films, par exemple, on tient à mon afro. Ah ouais, Donc, quand même. Mais quand j'ai envie de changer de tête, parce que c'est aussi mon métier, au fait, ça peut être un débat. Ah, t'es sûr? Non. Donc c'est drôle. Est-ce que vous êtes un modèle pour des petites filles aussi qui regardent la télévision, le cinéma, qui vous écoutent? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais est-ce qu'on vous a déjà dit ça, ou est-ce que vous avez des retours dans ce sens? En tout cas, je reçois beaucoup de love des gens, de manière générale. Et ça, c'est très touchant, très encourageant. Et ça donne envie vraiment de faire les bons choix et d'être la plus honnête possible. Mais c'est vrai que j'ai reçu, par contre, des messages de maman qui me disent ma fille, par exemple... a des cheveux comme toi, elle n'appréciait pas spécialement ses cheveux, et aujourd'hui elle te voit comme un modèle qui lui donne envie, au contraire, d'assumer sa nature. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est des vrais... ça, c'est fort. Et aujourd'hui, moi qui suis maman et qui ai une petite fille, j'ai envie que pour elle, ça soit même plus un sujet. Vous dites que c'est plus un sujet pour la génération actuelle. Est-ce que ça l'a été dans la génération précédente? Est-ce que ça a été un sujet pour vous au début de votre carrière? Alors, je ne vais pas mentir, ça l'a été quelques fois, mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens pour qui ça n'était pas un sujet. Je pense à Cédric Clapiche directement. Quand j'ai passé les auditions de 10%, directement, il m'a dit, mais mon Dieu, mais c'est magnifique, ton afro. Et des gens qui m'ont poussé, au contraire, à assumer mon identité. Et c'est vrai que la vérité, c'est que quand j'ai assumé mon identité, directement, les rôles sont arrivés. Donc après, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je me rappelle d'une audition en particulier. Une amie m'avait parlé de cette audition en me disant, voilà, il cherche une fille de 25 ans, pétillante, etc. Et je dis, ah, super. Et j'en parle à mon agent, et qui me dit, OK, je me renseigne. Et elle me dit, tu sais ce qu'ils m'ont répondu, qu'ils ne cherchaient pas une fille de couleur. Et je dis, mais c'est pas le sujet dans le scénario et tout. Et ça m'avait, à l'époque, ça m'avait un peu blessée, mais ça m'est arrivé, on va dire, une fois, vraiment de façon frontale comme ça.
Et après, assez rapidement, j'ai eu affaire à des réalisateurs pour qui c'était pas un sujet. Et ça, c'est une chance ou c'est l'état actuel des choses? Alors, l'état actuel des choses, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que parfois, ça peut être encore une question, mais j'ai l'impression que ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Je vois aussi même la force aussi d'Internet. J'ai l'impression de parler comme une Ça une existe vieille. encore, ça existe encore, Internet. Mais la force du net, c'est qu'aujourd'hui, si on est un peu curieux, on peut vraiment avoir accès à beaucoup de choses qui sont liées à notre histoire, etc., et comprendre un peu d'où l'on vient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, un peu des choses sur l'histoire, et finalement s'ancrer dans son identité. Vous aimez la mélancolie, ça Oui. je l'ai appris. Oui. C'est important pour vous de... Voilà. Alors, j'aime pas jouer sur la mélancolie, pardon, mais je suis quelqu'un de mélancolique, à ce qui paraît. Mais c'est un peu ma nature. Donc, une mélancolie, j'ai envie de dire solaire, parce que pour moi, la lumière dans la vie, c'est ce qui me guide. Mélancolie solaire, c'est un bel oxymore, ça. Bah, je sais pas, mais merci, c'est gentil. Il y a aussi un côté mystique chez vous. J'ai lu C'est que vrai. vous croyez en l'idée que nos âmes transportent des choses du passé et qu'elles portent un héritage. Alors, je crois en la mémoire familiale et en ce que ça peut laisser parfois comme belles choses et comme moins belles choses. Et dont il faut essayer de se débarrasser, en tout cas si ce sont des choses qui sont encombrantes. Venons-en à la série 10%, série que tout le monde a dévorée en Suisse, en France, partout. C'est sur en plus les plateformes, j'imagine que c'était traduit dans plein de langues, donc c'est vu dans le monde entier. Oui, complètement. C'était vraiment un grand carton. D'abord, franchement, cette fin, ça va pas du tout. On aimerait une suite. C'est vrai. Ah, mais il y a peut-être quelque chose qui se prépare. La saison 5, ça fait des années qu'on en parle. Donc, ça se précise. A priori, pas de saison 5, mais un film, un long métrage pour le cinéma. Pour le cinéma. Ouais. Donc vous dites que cette série a changé votre vie. Alors bien sûr, il y a sur la notoriété, même si vous aviez quand même déjà une certaine notoriété. Qu'est-ce que ça a fondamentalement changé, même au plus profond de vous? Pas sur votre carrière, évidemment, il y a des choses qui se décrochent plus facilement, mais au plus profond de vous. Ça m'a permis... Alors déjà, l'équipe de 10%, c'est une équipe incroyable. Alors on ne peut pas dire ça de tous les projets auxquels on participe, mais là c'est le cas. C'est-à-dire une équipe artistique incroyable, des techniciens incroyables. Et c'est vrai que ça m'a appris vraiment à réagir vite. C'est-à-dire que la série, ça va plus vite. Donc à essayer d'être efficace le plus vite possible, de vraiment prendre connaissance de tout ce qui se passe, d'être dans l'interaction. Donc ça, j'ai l'impression que j'ai aussi, même en termes d'émotion, j'avais un personnage que j'ai dû développer sur plusieurs saisons. Donc ça m'a vraiment permis de toucher un peu à tout. Émotionnellement aussi, donc j'ai eu l'impression de faire une formation assez accélérée. Et en plus, un personnage, d'ailleurs tous les personnages de cette série sont constamment en interaction les uns avec les autres, donc vous êtes toujours en interaction avec presque tous les acteurs de cette série, ça c'est aussi un moteur. Mais j'ai appris beaucoup grâce à eux, et c'est vrai que je me rappelle de cette première lecture qu'on a faite, j'avais des sueurs froides parce que je les trouvais tellement bons que je me disais, mon Dieu, mais ça va être à moi. Et donc, à chaque fois que ça arrivait à moi, j'avais des sueurs froides qui montaient. Je me disais, bon, ça va, c'est fait. Mais c'était génial parce que Cédric Lapiche, donc, qui a réalisé cette première saison notamment, avec Antoine Garceau et Lola Doyon, ils ont mis une patte vraiment très poétique et puis un esprit d'équipe et beaucoup de bienveillance, de poésie et de rire. C'est grâce à Jean-Claude Van Damme que vous avez eu le rôle apparemment. Grâce à Jean-Claude Van Damme et Maurice Barthélémy. Donc pourquoi ? Parce que j'avais fait le film de Maurice Barthélémy peut-être 1 an ou 2 avant, Pas très normale activité, et il m'avait demandé de préparer une interview à l'époque de Jean-Claude Van Damme, mais de me l'approprier, de faire comme si c'était moi qui parlais, voilà. Et c'était une interview de première, et où il raconte que en 2000, je sais plus, en 2050, on va communiquer avec des ondes. Et il dit, mais déconne pas, je te dis que c'est ce qui se passe. Déjà, les baleines le font. Et donc, je devais vraiment le faire de cette façon et me l'approprier. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on m'avait demandé de préparer un monologue. Mais moi, je me suis dit, mon Dieu, si j'arrive avec une pièce classique, je peux me viander. J'ai pas de formation classique de théâtre. Et je me dis, allez, je dégaine Jean-Claude Van Damme. Et effectivement, à la fin de de ce monologue, parce qu'il l'avait transformé en monologue, ça a fonctionné. Comme quoi Jean-Claude Van Damme va pouvoir peut-être traverser les siècles comme les grands auteurs de théâtre.
Mais c'est sûr, Hein parce qu'il dit des choses qui sont un peu, on va dire, Perché. qui peuvent être perchées, mais qui sont pas, qui sont sensées. Ouais. Bon, ouais. Non, c'est vrai. Il faut vraiment. Il faut relire. Faut relire. Il faut relire Jean-Claude Van Damme. La force de cette série, c'est aussi le jeu de ces acteurs. On a l'impression que vous jouez votre propre rôle chacun, tellement vous êtes naturel. Est-ce que vous jouez votre propre rôle ou alors vous êtes tellement bon et vous jouez des rôles tellement éloignés de vous? Non, il y a toujours de nous, évidemment. Et je pense qu'on a été choisis en ce sens. Mais c'est vrai que Cédric Lapiche, qui avait effectivement mené sa direction, sa mise en scène et l'écriture aussi de Fanny Herrero, à l'époque, nous a vraiment guidés. C'est-à-dire que moi, je sais, quand j'ai découvert ces scénarios, je me suis dit, mon Dieu, mais j'avais la sensation de sentir ce personnage comme jamais j'avais ressenti un personnage. Donc, effectivement, il y avait déjà tout. Donc, mais Sophia est quand même très éloignée de moi parce que c'est quelqu'un de qui ose beaucoup plus, c'est-à-dire qui saoule tout le monde pour qu'on vienne voir son spectacle. Moi, c'est un truc que je n'aurais jamais de la vie fait. C'est-à-dire que j'ai trop de pudeur, trop de timidité. Moi, pour vous dire, même ma famille me le reprochait à un moment, me disait mais mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu as fait ce film? Mais parce que j'étais plutôt du genre à faire les choses, mais sans vraiment trop prévenir tout le monde, quoi. Il aurait fallu que vous soyez un petit peu plus Sophia. Ou pas. Je sais pas, parce que ça m'a pas Ça a quand même desservi marché, non ouais. plus. Mais c'est vrai que ça, j'aimais bien ça chez elle. Stéphie, Selma, merci beaucoup. À vous. Vous êtes donc demain soir, 28 janvier, 20h30, à l'Épicentre. Tout à fait. Collonges-Bellerive, pour votre première. Tout à fait. C'est une première. C'est une grande première et je suis comme on dit. ravie de venir faire ça ici. Merci. Et Geneviève, au en tout cinéma, cas, pour, avec 10%. Quand? Dans un an? 2 ans? On espère dans un an. Merci beaucoup. Merci à vous.